Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, une nouvelle coalition politique est née au Congo, composée de personnalités de la mouvance présidentielle et de l'opposition. Elle se veut une plateforme de résistance au changement de la Constitution. Des otages de Boko Haram libérés au Nigeria. L'opération militaire a été menée à 70 km au sud de Maiduguri, la plus grande ville du nord-est du pays. Et le secteur du tourisme à Madagascar est en crise. Les arrivées de visiteurs étrangers sont en nette baisse. En cause, la situation politique depuis le coup d'État de 2009. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, le tribunal militaire d'Abidjan a rendu ce mardi son verdict dans le procès de 9 officiers proches de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le commandant Anselme Sekayapo a été condamné à 20 ans de prison pour assassinat durant la crise post-électorale de 2010-2011. Le commandant Jean-Noël Abbaye, qui dirigeait le plus grand camp de gendarmerie du pays, a quant à lui été condamné à 5 ans de prison pour désertion à l'étranger. Et sachez que des organisations de défense des droits de l'homme dénoncent la partialité de la Cour pénale internationale dans son travail sur la crise post-électorale ivoirienne. Elles estiment que l'institution a enquêté uniquement sur les crimes commis par le camp de l'ancien président Laurent Gbagbo, sans s'intéresser à ceux des partisans de l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara. Au Congo, des personnalités de la mouvance présidentielle et de l'opposition viennent de former une nouvelle coalition politique. La plateforme porte le nom d'Initiative pour la démocratie au Congo. Elle se veut un mouvement de résistance au projet de modification de la Constitution. Ibra Dindiaye. Le bras de fer contre la réforme de la Constitution au Congo se poursuit. Des personnalités de la mouvance présidentielle et de l'opposition ont mis en place une nouvelle plateforme politique. Intitulée « Initiative pour la démocratie au Congo », elle réunit plusieurs coalitions de l'opposition dont le FROCAD, le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Ils pensent la société congolaise en termes polémiques, mais nullement en termes de projets politiques concrets. Un dialogue national a été organisé à Sibiti dernièrement. Lors de ce dialogue de Sibiti, un consensus est ressorti de là. 1, 2, 3 personnes ne sont pas venues à Sibiti. Doit-on tout réorganiser pour ces personnes? Présidée par René-Serge Blanchet-Oba, la nouvelle plateforme réunit des opposants mais également des députés et des ministres issus de la mouvance présidentielle. Elle dénonce plusieurs irrégularités. Elle propose entre autres un avant-projet de code électoral, la mise en place d'une nouvelle commission électorale ainsi qu'un nouveau découpage électoral. Cette plateforme est la bienvenue. Et vous remarquerez que cette nouvelle plateforme qu'on appelle IDC, et en gros, c'est des dissidents, je dirais même des réformateurs, pour ne pas dire des frondeurs du PCT, du Parti congolais du travail. Donc quand vous regardez ceux qui forment la plateforme, vous avez Mabio, vous avez Okombi, vous avez Parfait Kolela et bien d'autres. Je crois que c'est une très bonne chose pour montrer à M. Denis Sassou Nguesso et à son parti qu'effectivement, tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'il veut faire, c'est-à-dire changer la Constitution. Et que d'ailleurs, cette Constitution ne lui permet même pas. Donc je crois que c'est une très bonne chose. Et cela vient renforcer le clan, disons, des opposants qui sont toujours opposés à une modification de la Constitution et donc à un troisième mandat du président Denis Sassou Nguesso. La priorité de l'initiative pour la démocratie au Congo est d'empêcher la tenue d'un référendum visant à trancher sur la question d'un troisième mandat du président Denis Sassou Nguesso. Rappelons que la présidentielle au Congo est prévue en 2016. Au Nigeria, l'armée a annoncé dimanche avoir libéré 178 otages de Boko Haram. Un commandant du groupe terroriste aurait également été capturé au cours de cette opération militaire. Parmi les otages sauvés figurent une centaine d'enfants. Alun Guindo et Graziela Chakunte. C'est dans la journée du dimanche 2 août que l'armée nigériane a mené une offensive aux alentours d'Olari, localité située à 70 km au sud de Maiduguri, la plus grande ville du nord-est du Nigeria. Les militaires nigérians annoncent avoir libéré 101 enfants, 67 femmes et 10 hommes tenus en otage par le groupe islamiste Boko Haram. Cette libération de 178 otages, y compris des enfants, est une bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose, c'est un bon résultat pour le moment, mais il va falloir rester prudent en sachant que ce groupe terroriste qu'est Boko Haram
a également des stratégies qui évoluent en fonction de la riposte qu'il trouve en face. Donc il va falloir être très prudent, renforcer les mesures de sécurité, également renforcer les moyens en termes de renseignement, puisque la lutte contre le terrorisme ne se gagnera qu'avec des renseignements, des services de renseignement efficaces. Donc c'est une urgence de lutter contre ce phénomène qui est Boko Haram. Le succès d'une telle opération s'ajoute aux libérations d'otages de Dikwa et de Kondouga, toujours dans le nord-est du Nigeria. 89 otages de Boko Haram avaient également été sauvés. Face à la vague de violence qui frappe cette région du Nigeria depuis l'investiture du président Muhammadu Buhari le 29 mai dernier, de telles opérations semblent démontrer que la lutte contre les islamistes est bel et bien l'une des priorités du gouvernement. Il y a une nouvelle volonté politique de lutter contre la nébuleuse Boko Haram. Donc, suite à l'élection de Muhammadu Buhari, un certain nombre de mesures avaient été prises récemment également, notamment le changement complet et total du commandement militaire au niveau de l'état-major de l'armée. Donc, cela montre bien que la lutte contre Boko Haram a pris une nouvelle direction de la part du Nigeria et des pays voisins également. Donc, on peut noter aussi la visite du président Buhari qu'il a effectuée récemment auprès de ses voisins, notamment le Cameroun. La vague de violence perpétrée par Boko Haram depuis maintenant plus de 2 mois s'est étendue au Tchad et au Cameroun, qui subissent ces dernières semaines des attentats suicides inédits. De même, un commandant du groupe islamiste aurait été capturé lors de ce raid, selon un communiqué du porte-parole de l'armée nigériane. Et c'est ce mercredi la dernière journée du second sommet des jeunes leaders africains qui se déroule à Washington aux États-Unis. Plus de 500 jeunes y ont participé. Lancé en 2014, le sommet vient clore une session d'études de 6 semaines dans l'une des plus prestigieuses universités américaines, grâce notamment à la bourse Mandela Washington. À Madagascar, les professionnels du tourisme tirent la sonnette d'alarme. Le secteur est en effet touché de plein fouet par la crise. Les arrivées ont été divisées par 2 entre 2009 et 2014. 2009 date du coup d'État qui a plongé la grande île dans une situation politique instable. Emmanuel Milimono. Madagascar, la grande île, veut relancer son tourisme en panne depuis 2009. Plusieurs facteurs sont à la base de cette crise, notamment le coup d'État de 2009 et l'intérêt de plus en plus grandissant suscité par les îles voisines telles que l'île Maurice et les Seychelles. Pour la relance du secteur, le pays tente de promouvoir ses plages préservées ainsi que ses forêts de lémuriens dans l'espoir d'attirer plus de visiteurs. En 2008, le tourisme était très prospère à Madagascar. Mais depuis les problèmes politiques de 2009, les touristes se font rares. En 2008, par exemple, Madagascar a enregistré environ 400 000 touristes avant de chuter en 2013 à 200 000 visiteurs. En mettant en valeur ses forêts tropicales denses, sa faune et sa flore unique, Madagascar compte attirer 1 million de touristes d'ici à 2020. Parmi les facteurs bloquants, l'insécurité, la mauvaise qualité des infrastructures de transport et le coût élevé des billets d'avion. Nous devons juste faire le choix de libéraliser le transport aérien. Libéralisation qui, pour certaines compagnies, implique le transport domestique. Le gouvernement a tenu des discussions avec Kenya Airways et Air France en vue d'introduire de nouvelles voies internationales qui ouvriraient les marchés en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord. L'industrie minière malgache est frappée par la chute des prix de matières premières sur les marchés mondiaux. Le nouveau gouvernement a fait de la relance du tourisme une priorité. Les écosystèmes uniques du pays parviennent encore à attirer des visiteurs qui considèrent que cette diversité naturelle riche présente des opportunités de croissance. En tant que géographe, je m'intéresse au développement durable, au tourisme durable et à Madagascar qui est un endroit très agréable. L'un des points sur lesquels nous concentrons nos efforts, ce sont les possibilités qu'offre le tourisme durable. La grève d'1 mois du personnel d'Air Madagascar a paralysé le secteur. Mais selon des analystes, la volonté de l'île de tout mettre en œuvre pour attirer les touristes qui affluent vers les Seychelles et l'île Maurice nourrit l'optimisme. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.